Allez, on repart les amis, on repart avec l'espace. Julien Candegrel est avec nous. Bonjour Julien. Bonjour Stéphane. Fondateur de Spaceable. Je suis très fier de mon titre, donc je le dis, parfois j'ai de moins en moins d'espace. Ah, je le découvre. C'est pas mal, hein, de moins en moins d'espace. Non, alors, donc, partons d'un... Alors, c'est un double fait d'actualité. Mais partons d'un fait d'actualité quand même. Je parle sous votre contrôle, évidemment. AXA vous demande de l'aider à assurer les opérateurs de satellites. Alors, AXA XL, qui est la filière d'assurance spatiale de AXA. Enfin, XL, c'est même la filiale B2B, voilà. Assurance d'entreprise. Est déjà engagée dans l'assurance spatiale. Ce qui se passe, c'est un changement de paradigme complet. On est à peu près aujourd'hui à 2700 satellites dans l'espace. En 2030, on est à 100 000 ou 107 000. Redonnez-moi ça. 2700. De 1960 à 2020, on est entre 0 et 2000. 2030, 100 000 à 107 000. Donc, comme vous faites un lancement normalement à peu près tous les 5 ans, ça veut dire que d'ici 2030-2032, vous aurez 300 000 satellites lancés dans l'espace. Ariane en lançait 11. Attends, Julien, je comprends rien à tes chiffres. En 2030, donc on parle de ce qu'on appelle l'orbite basse, hein, j'ai découvert ça. On est entre... L'orbite basse, c'est entre 300 km et 1200 et 2000 km. Techniquement, l'ISS est à 400 km. Voilà, c'est ça. Et la masse des choses importantes, elle est entre 500 km et à peu près 1200 km. Et donc là, il y aura 100 000 ou 300 000 satellites? J'ai parlé de lancer. Donc il y aura 100 000 satellites, mais comme vous les relancez en général tous les 5 ans, qui est normalement la durée, ça veut dire qu'il va y avoir 300 000 satellites lancés en à peu près 12-13 ans. Et il y aura en 2030 100 000 satellites orbitant autour de la Terre. Et combien en état de marche et combien 100 000 opérationnels. Opérationnels, voilà. Et les autres seront des boîtes de conserve. Alors certains seront en orbite parking et puis d'autres vont progressivement vont retomber dans l'atmosphère. Orbite parking, c'est quoi? C'est qu'on peut envoyer le satellite un peu plus haut au moment où Exactement. Il va... Là, et puis il y a un moment où il est en fin de vie, s'il est assez haut, il va rester là-haut. Mais l'idée, c'est progressivement de les faire tomber vers 300 km et ensuite qu'ils se crachent dans un endroit qui est dans l'océan Pacifique, pour les quelques restes, qui est une sorte de cimetière des... Mais c'est pas possible de faire, on ne peut plus faire ça. Mais oui, mais on peut plus le... Si vous me dites qu'il y en a... Parce que quand il y en avait quelques-uns, on peut comprendre que la NASA les fasse tomber dans la mer. Mais s'il y en a 100 000, 200 000, enfin, ça va devenir pire que le plastique. Mais surtout que... Et donc, c'est la question de l'environnement spatial qui se pose. En fait, vous le dites parfaitement. C'est-à-dire que dans les années 60, on a fait si vous voulez, des exploits. On lançait quelques astronautes sur la Lune. Les États faisaient ça. Avec Elon Musk, notamment à partir de 2000, voilà. On a vraiment travaillé sur le prix. Donc, on a fait non seulement des exploits, mais des choses beaucoup moins chères. Et à force de faire des lancements moins chers, des propulsions moins chères, des satellites moins chers, des communications moins chères, des antennes moins chères, aujourd'hui on peut faire des constellations moins chères, et donc vous avez un problème de congestion dans l'espace. Et la nouvelle question de l'espace, c'est ça, et c'est ça qu'on organise avec AXA XL. C'est un changement de paradigme complet, et très en avance de phase. En fait, ils se disent, voilà, comment est-ce qu'on va arriver à rendre l'espace assurable ? Mais alors parce qu'on n'a pas dit ce que faisait Spaceable. Qu'est-ce que vous faites, vous, concrètement, dans cet alors nous, on veut environnement que vous décrivez? L'orbite basse, c'est-à-dire qu'on veut tout simplement, c'est très simple, savoir à tout moment où est votre satellite, quel est son environnement solaire et quel est son risque. Est-ce qu'il y a d'autres satellites ou est-ce qu'il y a des débris? C'est tout ce qu'on veut faire. Et notre proposition, c'est se dire, c'est tellement important l'espace qu'on ne peut plus être négligent. Et on dit aujourd'hui, quand on envoie un satellite dans l'espace, on ne peut plus l'envoyer comme ça. On doit l'envoyer avec ce sorte de GPS très, très, très amélioré. Et pour certains, donc on fait une plateforme de data spatiale qui va fournir toutes ces datas critiques sur où vous êtes, votre environnement et le risque qui est autour de vous. Ça, c'est la première chose. C'est une plateforme de données spatiales. Mais alors, juste sur GPS spatial. Ouais, mais sur ces données spatiales, Julien, ce qu'on voit dans les films, où tout à coup, les gars, là, ils sont en sortie, et puis il y a un boulon qui passe à quelle vitesse, d'ailleurs 27 000 km/h, la vitesse en orbite. Mais ça, c'est pas dans les films. C'était il y a 10 jours. Ça, c'est une réalité, ça. Quand Thomas Pesquet est allé dans le Dragon de SpaceX pour se docker dans l'ISS, en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'au bout de 24 heures, il est arrivé près de la station. Et là, en fait, il y a eu un risque. Et donc, on a dit ce qu'on appelle un close call. Il y avait 2-3 boulons qui se baladaient dans le coin, quoi. Un débris. Vous devez rentrer dans le vaisseau, vous mettre en combinaison et rentrer dans le vaisseau. Et on a appris le lendemain qu'en fait, c'était une fausse alerte. Donc, sur une mission aussi fondamentale que celle-ci, notre astronaute, allant sur l'ISS, précisé aux 4 coins de la Terre,
on a ce risque et on l'apprend le lendemain. Nous, tout ce qu'on veut, en fait, c'est que ce genre d'information, on le sache précisément, et on avance de phase. Mais vous êtes vous serez ou vous êtes en capacité de cartographier justement ces boulons, ces espèces de bras de titane qui se battent. Parce que on est dans l'infiniment grand et ça veut dire que c'est dans l'infiniment petit qui se déplace, comme vous le dites, à 27 000 km/h. Alors, il faut bien regarder les masses. De quel espace on parle? C'est 300 trilliards de kilomètres cubes. Cet espace entre de 40 000 km. Mais oui, ce qui me fait penser qu'il y a de la place. Mais j'allais finir avec ça. Allez-y. C'est donc 10 000 fois l'atmosphère autour de la Terre. Ça veut dire qu'on ne va pas le faire tout seul. Ça veut dire que personne ne va avoir la solution pour tout le monde. Ce qu'on dit, nous, c'est que collectivement, aujourd'hui, après avoir envoyé tant de choses dans l'espace, parce que l'espace devient une zone tout à fait critique pour la Terre, pour le GPS, pour l'Internet, pour l'observation, il faut que collectivement, on arrive à assurer un niveau de fiabilité infiniment plus grand dans l'espace proche. Ouais. Et ce que fait Spaceable, c'est fournir notamment des données de météo spatiale et une capacité par une plateforme de data spatiale d'avoir encore une fois de la position, des éléments de météo et une compréhension de là où sont les débris pour que chacun puisse être sûr. Attends, c'est quoi la météo spatiale? Eh bien, en fait, le Soleil envoie un certain nombre de particules et ça influe considérablement sur vos satellites. C'est quoi la grande problématique des satellites? C'est qu'avant, ça valait 1 milliard et c'était en orbite haute. Et donc, on mettait 10 ans à les produire et c'était très... Orbite haute, c'est 36 000 km, c'est ça à peu près, voilà, c'est les géostationnaires, là. Voilà. Aujourd'hui, un satellite, en gros, c'est 3-4 millions pour le fabriquer, un petit satellite. Elon Musk nous a dit demain, je ne vois pas pourquoi ça coûterait plus cher qu'une voiture. Donc ça vaudra 100 000 $. Et donc, c'est beaucoup plus sensible, parce que c'est beaucoup plus fragile, avec beaucoup moins de capteurs, au Soleil. Et dans les constellations, ce qui est important, c'est que vous n'avez pas simplement un satellite, vous en avez 40 000. C'est ça. Je voulais vérifier ce chiffre avec vous. Elon Musk, c'est 45 000 satellites. Oui, 40 000, alors il y a différents niveaux. Et donc, ça veut dire quand il y a un problème... Mais à quoi ça sert, 45 000 satellites? En fait, quand vous êtes en géostationnaire, vous êtes très haut et donc vous regardez de façon géostationnaire, vous ne bougez pas un point sur la planète. Ouais. Plus vous descendez, plus en fait vous avez une myriade de satellites qui tournent autour de la Terre. Et plus vous descendez bas, pour avoir une couverture en permanence, plus vous devez multiplier le nombre de satellites. Donc 3500 à 2... 000 quand même. Eh oui. Et donc, quand vous avez un problème, en fait, vous avez 40 000 fois le même problème, puisque c'est le même satellite. Et donc, savoir exactement l'impact du Soleil sur votre satellite, en termes de radiation, c'est absolument fondamental. Un autre point important, ce qu'on appelle le drag, c'est l'espèce de vent solaire qui fait dévier vos trajectoires. Et ça, aujourd'hui, on n'avait pas besoin de l'analyser, parce que les satellites étaient là-haut, qui valaient 1 milliard. Aujourd'hui, ils sont tous là. Et on ne connaît pas cette information. L'industrie... Et il peut être pris dans ce que vous appelez le drag, exactement, comme un bateau dans un courant marin. Exactement. Et pour l'instant, ce qu'a fait l'industrie depuis 2007 jusqu'à 2020, c'est essayer de comprendre les débris. Donc il y en a à peu près 200 millions, il y en a 500 000 problématiques, et il y en a 20 000 qu'on cartographiait. C'est-à-dire qu'en 12-13 ans de travail, l'industrie notamment américaine s'est posé la question des débris, et au bout de 12 ans, on est simplement capable de cartographier 5-6% des débris. Ouais. Certains disent « oh, nous on fait 12 ouais. ». Mais c'est rien du tout. Ouais. Il faudrait être beaucoup plus précis et puis savoir les éléments de météo, les éléments de positionnement. Et donc ce qu'on a besoin de faire collectivement, c'est vraiment un breakthrough, comme ils disent aux États-Unis, c'est une avancée considérable en termes de technologie et de capacité opérationnelle pour régler ça. J'ai vu des projets de vaisseaux spatials qui ramasseraient les débris, de grands filets. Alors nous d'ailleurs on a un deuxième projet qui est lié à ça, c'est qu'on a pour les constellations notamment, un satellite inspecteur de l'orbite basse. Alors j'allais y venir. En constellation, qui va permettre de regarder extrêmement précisément l'état du satellite. C'est-à-dire qu'au début avec la plateforme, on vous dit où vous êtes et votre environnement. Et pour certains acteurs, les constellations, on pense que le risque est tellement fort qu'il faut être capable vraiment de voir en état. Et ça veut dire plusieurs choses. Vous avez un accident. Qui a causé l'accident ? Vous avez une sous-performance. Mais attendez, d'abord, vous ne l'avez pas encore envoyé, votre satellite ? En 2023. En 2023. Et donc, lui, il va se battre. Vous irez l'envoyer là où votre client vous demande une inspection. L'idée, c'est qu'une constellation, en fait, achète un service. Et c'est la capacité à avoir ce service de surveillance pour être super fiable. Ce n'est pas des choses théoriques. Qu'est-ce qui s'est passé en Mars ? Un satellite, c'est NOAA 17, qui était décommissionné en 2013, qui avait probablement pas trop de fuel,
probablement plus de batterie. En fait, c'est cassé en 16 morceaux. Orbite polaire, et donc il est dans une orbite géosynchrone extrêmement importante, notamment pour des satellites comme Léosat, et on ne sait pas où il est, on ne sait pas la cause de ça. Et en fait, pourquoi il s'est cassé en 16 morceaux, on ne sait pas. On ne sait pas. Il a percuté quelque chose, on ne sait pas. On ne sait pas. Et la raison, cette chose s'est repassée, c'était déjà passé en 2016. Il y a 2 satellites de l'Air Force qui se sont pareil cassés en morceaux en 2015-2016. Donc en fait, les accidents sont fréquents. Et c'est très important pour demain de savoir exactement qu'est-ce qu'il s'est passé. Julien, ton satellite inspecteur, tout ça sera automatisé, totalement automatisé, ou tu penses, comme par exemple le patron du Starbust Accelerator, qu'il y aura dans 10-15 ans peut-être 10 000 personnes qui bosseront dans l'espace autour de l'ensemble de cet écosystème que tu viens de décrire? J'ai tendance à penser que l'espace doit rester assez pur. Donc je suis plongeur et je trouve que la mer doit rester pure et l'espace doit rester pur. Donc je pense qu'il y a des infrastructures tout à fait critiques, en particulier des constellations pour l'Internet et pour l'observation de la Terre. Et il y a certaines choses militaires qui seront présentes. Je ne vois pas à titre personnel beaucoup d'humains là-dedans. Mais François Chopard, que je connais, a ses idées, on peut les admettre. Je vois cet espace d'autonomie, d'automatisation et d'ultra haute précision. Parce qu'en même temps, redonne-moi cette superficie que tu m'as donnée là, ou plutôt ce volume. 300 trilliards de kilomètres cubes. 10 000 fois l'atmosphère terrestre. Et on a la place d'en envoyer 1 milliard des satellites si on veut. Non, parce que les satellites, certaines zones sont plus intéressantes que d'autres. Donc le LEO, pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, c'est assez bas par rapport à la Terre, et donc l'information passe très vite. Et donc en fait, la zone entre 530 et 600 km, elle est extrêmement importante. Donc si vous mettez 40 000 de l'un, 40 000 de l'autre, 15 000 de l'autre... Sérieusement, à un moment, il peut y avoir un... Mais bien sûr. Il y a eu des risques, c'était le mois dernier, un close call entre Starlink et OneWeb. Et un close call, c'est quoi? C'est comme pour les avions, c'est-à-dire c'est 1 kilomètre de distance et Alors, quand on parle d'un risque d'approche sous 3 km, on est à 30 millions de close call en 10 ans. On avait près 100... Et encore une fois, il faut se rappeler la vitesse à laquelle ça va, donc 3 km. Donc ce n'est pas possible. Absolument. Et donc, quand vous avez un risque en permanence, même d'1%, mais que vous faites du 27 000 km/h tous les jours, toute la semaine, tous les mois, toute l'année, pendant 5 ans, en fait, même un risque d'un millième, c'est un risque absolument colossal. Donc, collectivement, on se dit, on souhaite envoyer des infrastructures autour de la Terre, très bien, certaines personnes le font, Elon Musk, Bezos, ça se fera. Sachant ça collectivement, on doit absolument fiabiliser ça. Et nous, l'idée, c'est 2 instruments complètement nouveaux, cette plateforme de données spatiales et cet orbiteur, qui apportent une solution là-dessus. Et qui vont, et je boucle juste sur ton point, naturellement aider d'autres services comme la désorbitation. C'est-à-dire que quand vous voulez désorbiter un débris, ce qui est atrocement compliqué, au début, c'est très intéressant d'avoir un appareil qui va autour et qui vous dit, il est dans tel état, peut-être regarde là-dessus ou cette face-là. Et donc, notre satellite inspecteur, en fait, il a une pluralité de fonctions. Et juste pour finir, il n'y a pas aujourd'hui d'autorité. Enfin, Elon Musk, il envoie ses 45 000 satellites, il n'a rien à demander à personne. Ah, si. Si. Alors, l'espace, c'est historiquement... 1 minute 30. Alors, l'espace, historiquement, c'est réglé par des traités. Là, ce qui se passe, comme souvent le font les Américains, on envoie des technologies et on fait des règles de bonne conduite. Et donc, SpaceX, c'est une société américaine, donc ils sont soumis aux règles américaine, définie par la FCC et qui a établi un certain nombre de critères. Et donc l'idée, c'est de favoriser ces règles de bonne conduite, mais surtout d'être capable de les monitorer. Et donc nous, il y a beaucoup de gens qui disent on va faire ça, on va savoir, et nous on va vérifier. Oui, voilà, c'est ça. Parce qu'une fois que c'est là-haut... Exactement. Ce qu'on est en train d'inventer, au fond, c'est la tour de contrôle dans l'espace. Quand on est passé de Clément Ader à un avion toutes les secondes en 2019, on a inventé quelque chose qui était la tour de contrôle. Dans l'espace, on passe de 2000 à 100 000 par an, et c'est quoi la tour de contrôle? Et pour nous, ça sera une solution collaborative avec 2 outils extrêmement puissants. La société, c'est 10 ans de projet, on est dans la 6e année, la plateforme, elle est opérationnelle dans 1 mois. C'est pour ça qu'on l'a signé avec AXA, qu'on travaille avec Arianespace. Et collectivement, l'idée, c'est en 4-5 ans, en fait, d'apporter une réponse pour vraiment fiabiliser cet espace. Et c'est la grande question de demain dans l'espace, l'environnement spatial et la protection de l'environnement spatial. Merci Julien. De rien, Stéphane. Tout ça a été passionnant. Le fondateur de Spaceable était notre invité sur Bismart.